Entretien avec Emmanuel Berle par Jean d'Ormesson. Emmanuel Berle, ce que vous êtes avant tout, c'est un intellectuel. Il y a sans doute beaucoup d'écrivains, de poètes contemporains qui sont plus connus du public. J'imagine Il y en a même pas mal. que Mauriac, Aragon, Malraux ont une œuvre qui est plus répandue et plus célèbre Je le crois. que la vôtre. Mais vous avez une qualité que tous vous reconnaissent, c'est l'intelligence. Oui, l'ennui, c'est que ça sert à rien. Vous êtes né il y a quelques 70 ans, 15. au mois d'août, sous le signe du lion. Oui, doublement. Ascendant Lion. Et la dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons déjà abordé les problèmes de la solitude et les problèmes des rapports avec les autres. Il y a quelque chose qui me semble fondamental pour vous, c'est la communication. La communication qui, pour moi, a un caractère quasi miraculeux et se produit surtout dans l'amour, ou même peut-être quand quelques élans d'amitié, était de règle pour saint François d'Assise, qui communiquait tout naturellement avec tout le monde. Le cas, c'est que moi, je ne suis pas saint François d'Assise du tout, et que par conséquent, je suis bouché par mes petites préoccupations imbéciles, qui sont mes pantoufles, mes souliers, je sais pas quoi, payer mes impôts, ou des choses comme ça. Mais ça tient à ce que je ne me suis pas assez libéré, et à ce que... Vous venez de dire « je ne suis pas saint François d'Assise ». Alors, je voudrais vous arrêter là. Vous, intellectuel, plongé dans le milieu parisien, le plus subtil, le plus marqué par son époque, vous vous êtes tout à coup intéressé à la mystique. Il faut bien dire que j'y étais tout naturellement conduit par Bergson, parce que l'époque où je le voyais était celle où William James publiait l'expérience religieuse et où lui-même travaillait aux deux sources de la morale et de la religion. Bergson connaissait très bien. Emmanuel Berle, vous avez été munichois. J'ai été munichois, Dieu sait que ça m'a valu l'ennui. J'imagine. Mais j'ai été un munichois très désespéré. Je crois que j'ai même un peu pleuré quand j'ai entendu à la radio que c'était fini, Munich. Ce qu'il y a, c'est que je ne voyais pas d'autre solution possible, étant donné que les militaires français n'avaient pas confiance dans l'aviation, et que d'autre part, les Anglais, Lord Runciman, avaient dit que c'était les Sudètes qui avaient raison et que les Tchèques avaient tort. Mais en 1934, quand ils ont armé la Rhénanie, moi j'avais eu des renseignements à ce sujet, je voulais publier des reportages et j'en étais empêché par les responsables de la diplomatie française, qui, disait-il, risquaient de donner de mauvaises idées aux Allemands s'ils ne les avaient pas. Alors j'ai obtempéré, mais il m'a paru très difficile de mobiliser la France en 1938, alors qu'on n'avait pas voulu la mobiliser en 1936 et en 1934. Aujourd'hui, après coup, vous trouvez toujours que Munich était sage? Oui. Vous le persistez à le défendre? Oui. C'est intéressant. Comment se sont développées vos relations avec les écrivains et avec la littérature? D'abord, je vous ai dit que mon cousin Franck était très barétien. Est-ce que vous avez connu Barès? En un sens, oui, très bien, parce que il y avait l'adoration de mon cousin Henri Franck pour lui, et puis il y avait Anna Noailles, et puis je l'ai trouvé chez Marie Duclos, et puis je l'ai trouvé chez une jeune amie à moi qui était très charmante et qui est morte prématurément, qui s'appelait Hélène Gauthier de Cagny, que Barès aimait bien. Il allait quelquefois la voir rue Miroménil. Donc je l'ai rencontré, il m'a même écrit pour me remercier de lui avoir fourni une citation de Descartes, qui lui avait beaucoup plu. Mais je n'étais pas très barétien, parce que mon cousin l'était tellement que c'était
de quoi vous en dégoûter à jamais. D'autre part, il y avait aussi des tas de raisons, et politiques et littéraires. Naturellement, il y avait une espèce de position de plus grand écrivain français qui était à peu près indiscutable, qui était reconnu comme tel par Marie Duclos, avec qui je vivais beaucoup puisqu'elle habitait ma maison et que j'avais pour elle une très respectueuse mais très profonde amitié. Et c'est une personne qui a été d'une grande bonté envers moi quand j'étais tout seul et malade après la guerre de 14. Qui était Marie Duclos? Je crois que c'est un nom qui ne doit plus dire grand. Emmanuel Berle, je voudrais qu'aujourd'hui vous nous parliez d'un autre écrivain que vous avez bien connu, Jean Cocteau. Oui, c'est pas la même chose du tout, n'est-ce pas? Proust a joué un très grand rôle dans ma vie intellectuelle. Jean a été pour moi un ami. Je l'ai beaucoup admiré quand j'étais jeune. Je l'ai beaucoup aimé quand il habitait ma maison et que j'allais le voir tous les jours en revenant du marché. N'est-ce pas? Je l'ai connu très jeune. Quand vous parlez de Madame de Noailles, quand vous parlez de Cocteau, quand vous parlez de Proust, il semble toujours que la conversation de tous ces écrivains fut éblouissante. Il me semble que c'est quelque chose... Et il y a quelque chose là qui a quand même disparu. Il y a des grands écrivains aujourd'hui que j'admire infiniment, Sartre, Camus ou Monterland, qui, semble-t-il, réservent tout ce qu'ils ont à exprimer pour la littérature écrite. Ça a toujours existé, n'est-ce pas? Mais ce qui est vrai, n'est-ce pas, c'est que dans le Paris d'avant-guerre, la conversation jouait un très grand rôle. Il y a eu un ami de mon oncle, Alfred Berle, qui était aussi un ami de André Berthelot, qui s'appelait Marcel Théot. C'était un causeur éblouissant. Et pour l'en récompenser, on l'avait mis bibliothécaire au Sénat, il était entendu qu'on devait l'entretenir, et il vivait comme ça très bien. C'est Drieux qui vous a présenté aux surréalistes? On ne peut pas dire qu'il m'a présenté aux surréalistes. J'ai trouvé chez lui à Guattari, Aragon, et on a passé l'été ensemble. Et d'ailleurs, j'ai passé à Aragon les 2 étés suivants, puisqu'il est venu chez moi à Bétouzet. Alors, c'est Aragon qui m'a fait mener au Café Cyrano. Et j'ai tout de suite trouvé beaucoup d'amis, dont Roland Tual, que je regrette infiniment. Et quelles étaient les relations entre Drieux et les surréalistes? N'est-ce pas, les surréalistes, c'est toujours difficile aussi, il y en a plusieurs groupes. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que ça s'est pas mal scindé. Alors, il y avait cette espèce de passion de Drieux pour Aragon et pour sa littérature. Il y avait une très grande estime pour Breton. Il y avait beaucoup plus de scepticisme en ce qui concernait la peinture surréaliste. Et puis alors, il y avait un certain dédain pour la discipline surréaliste. Vous savez, pour l'obligation d'être à 5 heures et pas à 5h05 au café, signer les manifestes, défiler. De votre rupture avec Proust et les événements se sont malheureusement chargés de vous séparer de Drieux-La Rochelle. Qu'est-ce qui s'est passé du côté des surréalistes? Vous êtes-vous brouillé avec eux ou êtes-vous toujours resté lié avec Breton et sa bande? J'ai eu des difficultés personnelles avec Breton qui ont entraîné une grosse difficulté et pour lui et pour moi à nous rencontrer. Il n'y a jamais eu de rupture néanmoins. Toutes les fois que j'ai rencontré Breton, il m'a toujours parlé avec amitié, et moi je lui ai parlé avec l'affection et l'espèce de respect que j'ai toujours eu pour lui. Maintenant, les surréalistes, la difficulté aussi est venue de ce qu'ils se sont tous brouillés les uns avec les autres. Il y a eu, quand Breton a quitté le Parti communiste, la cellule du gaz, ceux qui sont restés avec lui, et puis ceux qui ont été communistes. Et puis ceux qui, fatigués par les disputes des uns avec les autres, n'ont plus été ni l'un ni l'autre.
Alors, après les surréalistes, quand vous vous êtes quand même, je ne dis pas séparé d'eux, mais Éloigné. quand vous vous êtes éloigné d'eux, est-ce qu'il y a d'autres influences qui... Vous avez été directeur de Marianne, Oui. ou rédacteur en chef de Non, j'ai Marianne. été directeur de Marianne. Directeur de Enfin, Marianne. environ. Alors, vous alliez tous les matins au bureau. Ah oui. Ça a été la seule Ah oui, occasion de c'était votre un vie. travail très dur. C'était la seule occasion de votre vie où vous avez eu un bureau. Oui, Vous avez aimé. pas du tout. Vous aimez mieux donner des articles que les... Oui, que les que recevoir. les acheter, oui. Et alors, comment ça se passait? Vous étiez installé rue Sébastien Bottin? Ah ben, vous savez, j'ai Dans eu la de Seine. très grosses difficultés. C'était un journal qui était très difficile techniquement. Ça a été d'abord en typographie, en héliogravure mélangée. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas passer d'une page à l'autre. Et puis après ça a été en offset. Mais c'est le premier journal français qui est paru en offset, de sorte qu'on ne savait pas encore très bien comment ça marchait. Alors, j'ai eu des difficultés techniques Il y considérables. avait des couleurs dans Marianne? Non, Non. mais j'ai eu des difficultés techniques très grandes. Et d'autre part, j'ai voulu maintenir un minimum de qualité, que j'ai d'ailleurs maintenu. Mais vous savez, ce qui m'a donné peut-être le plus de peine dans Marianne, c'était ma page de mode. Vous comprenez, c'était très difficile. Mais vous n'aviez pas quelqu'un à qui vous confiez ça et puis c'était fini? Ah non, c'est moi qui les ai inventés. J'ai fait faire le premier article de beauté à Marcel Auclair. Non. J'ai trouvé des collaboratrices, mais je les ai formées. Et j'ai été très consciencieux, je faisais exécuter les tricots avant de publier les modèles. C'est très difficile, les journaux de femmes. Et puis c'est très dangereux, parce que là, on ne vous pardonne pas les erreurs. Emmanuel Berle, j'imagine qu'un enfant ou un jeune homme ou une jeune fille de notre temps vienne vous voir et vienne vous demander comment se conduire dans la vie. Que lui diriez-vous? Ben, je serais bien embarrassé. Mais je crois que je commencerai par examiner ce que cette personne, fille ou garçon, désire faire dans la vie. Je crois pas beaucoup aux morales absolues. Vous n'êtes pas kantien. Je ne suis pas très kantien. Je veux bien qu'il y ait des vérités élémentaires, mais alors je crois que c'est pas très intéressant. Diderot disait que les morales étaient fonction un peu des métiers. Alors, je crois qu'il faudrait orienter la personne vers des principes qui conviennent à la fois à son naturel et aux fonctions qu'elle veut exercer. Il me semble que la morale d'un militaire n'est pas absolument la même que celle d'un médecin. La morale d'un écrivain ne me paraît pas absolument la même que celle d'un négociant. Parce que nous ne sommes pas tout à fait dans la même position pour vendre nos livres que les négociants pour vendre leurs marchandises. Est-ce que vous estimez que la morale change avec l'époque? Non. Parce que si vous voulez, la morale reste la morale. Emmanuel Berle, au cours de tous ces entretiens, nous avons rencontré dans votre vie beaucoup de personnages et beaucoup d'événements. Parmi ces personnages, il y en a un qui exerce sur vous des sentiments qui me paraissent ambigus. Avez-vous connu le maréchal Pétain? Enfin, j'ai jamais vu de près, mais il est sûr qu'il avait une façon de se tenir, de marcher, un visage qui était très imposant. Et puis, alors, ce qui était bien, c'est que donnait cette impression de grand calme et de grand amour de son pays quand même, de vieux paysans français qui aimaient la France, et que d'autre part, il avait été assez économe du sang des soldats en 14, où tout de même j'étais assez fâché qu'il y ait eu des officiers supérieurs pour refuser des citations à des unités combattantes parce qu'elles n'avaient pas eu assez de pertes. Alors, là, Pétain n'avait pas eu du tout ces sentiments, et les circulaires qu'il a faites pour essayer de rétablir la discipline et l'efficacité de l'armée française m'ont paru très, très justes. En 17, il avait été assez dur, non, avec les mutineries? Mais non, sans lui, on aurait eu beaucoup plus de mutineries et beaucoup oui. plus d'exécutions. Non, je crois qu'il a réduit ça au minimum. Et aussitôt, il a dit ce qu'il fallait dire, que les officiers devaient se rapprocher.